Ce nœud dans votre estomac avant une présentation importante. Cette conversation que vous repassez en boucle dans votre tête, analysant chaque mot. Cette vague d'anxiété qui vous submerge en pensant à tout ce qui pourrait mal se passer demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. La peur, ce n'est pas un monstre abstrait. C'est une sensation physique, une histoire que notre esprit se raconte avec une conviction terrifiante. On nous a souvent dit que le courage, c'est de l'ignorer, de la surmonter. Et si la véritable clé n'était pas de combattre la peur, mais de lui retirer son carburant? Car la peur, pour une femme, est souvent nourrie par une pression insidieuse. La pression d'anticiper, de prévoir, de tout gérer pour que rien ne s'effondre. Elle se nourrit de notre voyage incessant dans le futur. Dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de courage comme d'un acte de bravoure héroïque. Nous allons parler de courage comme d'un acte de présence radicale. Nous allons apprendre à reprendre le contrôle, non pas en luttant contre les fantômes du futur, mais en nous ancrant si profondément dans le présent que la peur ne trouve plus d'espace pour respirer. Ce voyage va changer votre relation avec la peur. Il ne s'agit pas de ne plus jamais la ressentir, mais d'apprendre à la traverser sans vous y perdre. Bienvenue sur Pouvoir mental féminin. Votre première action, simple mais puissante, est de vous abonner. C'est votre premier pas pour déclarer que vous choisissez de ne plus laisser la peur dicter le rythme de votre vie. C'est un engagement envers vous-même. Allons-y. Le conflit fondamental qui alimente notre peur est un déchirement. C'est la lutte entre notre corps qui existe uniquement dans le maintenant et notre esprit, qui est devenu un voyageur temporel compulsif, constamment projeté dans le demain. Chaque fois que votre esprit s'envole vers ce qui pourrait arriver, et s'il n'aime pas mon travail, et si je ne suis pas à la hauteur, et si je fais le mauvais choix, vous abandonnez le seul lieu où vous avez un réel pouvoir, le présent. Vous nourrissez des scénarios qui n'existent pas encore, mais vous en payez le prix émotionnel et physique aujourd'hui. L'anxiété est une dette que vous payez pour un problème qui n'arrivera peut-être jamais. Pour beaucoup de femmes, ce voyage dans le futur n'est pas un hasard. C'est un mécanisme de survie appris. Nous avons été conditionnés à porter la charge mentale, à anticiper les besoins des autres, à planifier pour éviter le chaos. Notre esprit est entraîné à scanner l'horizon en permanence, à la recherche de dangers potentiels. Le problème, c'est que ce radar, conçu pour nous protéger, finit par devenir notre propre prison. Il nous empêche de vivre la seule vie que nous ayons, celle qui se déroule ici, à cet instant précis. La question n'est donc pas « comment puis-je être plus courageuse face à l'avenir ?» mais « comment puis-je revenir à la maison, dans mon propre corps, dans l'instant présent ?» Car c'est là que réside un secret que la peur ne veut pas que vous découvriez. La peur ne peut pas survivre à une présence totale. Imaginez votre esprit comme une maison. Plus vous laissez de portes et de fenêtres ouvertes sur l'avenir, plus les courants d'air de l'anxiété s'engouffrent. Être présente, c'est fermer doucement ces ouvertures. Ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la concentration. C'est choisir de regarder ce qui est réel avant que votre cerveau ne commence à vous raconter des histoires sur ce qui est possible. Une personne entièrement présente est d'une puissance redoutable. Elle cesse d'être une victime du temps pour redevenir l'auteur de son histoire. La psychologie nous apprend que cet état de présence, ou pleine conscience, a le pouvoir de calmer le système nerveux. Elle désactive l'amygdale, le centre de la peur dans notre cerveau, et active le cortex préfrontal, le siège de la pensée rationnelle et de la décision. Être présente, c'est le regard qui voit ce qui est devant soi, pas ce que la peur suggère. C'est la respiration consciente qui fait taire le chaos intérieur. C'est la sensation de vos pieds sur le sol qui vous rappelle que vous êtes ici, solide et ancré. La présence est l'art de rester entière dans un monde qui tente de vous fragmenter. Alors, comment entraîner ce muscle de la présence? Commencez par un exercice d'une simplicité radicale. Choisissez une situation qui vous rend habituellement anxieuse. Une conversation difficile, le fait de devoir prendre la parole en réunion, une tâche qui vous intimide. Avant d'entrer dans cette situation, arrêtez-vous, juste pour 5 secondes. Respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Sentez le sol sous vos pieds. Que vous soyez assise ou debout, prenez conscience du contact, de la solidité. Vous êtes soutenu, percevez votre corps, sentez le poids de vos mains, la température de l'air sur votre peau.
regardez autour de vous. Nommez mentalement 3 choses que vous voyez et 2 choses que vous entendez. Cette micro-pratique est un acte de rappel. Vous ramenez votre esprit à la maison, dans votre corps. Chaque fois que vous faites cela, vous vous reconnectez à ce qui est réel. Et lorsque l'esprit est à la maison, la peur cesse d'être un monstre envahissant. Elle redevient ce qu'elle est, une information, une sensation passagère, un souvenir lointain d'un futur qui n'existe pas. Vivre dans le présent, ce n'est pas fuir le futur, c'est avoir confiance en votre capacité à gérer l'instant. Et c'est cette confiance, construite seconde après seconde, qui transforme le chaos en clarté et le temps en vie. Mais alors que vous commencez à pratiquer cet ancrage dans le présent, vous pourriez remarquer que votre esprit se bat. Il veut repartir en voyage. Il veut s'inquiéter, planifier, contrôler. Car une grande partie de notre anxiété ne vient pas seulement de la peur de l'avenir, mais de l'illusion que nous devons tout contrôler pour que cet avenir soit sans danger. Cette tentative désespérée de tout maîtriser est la deuxième source majeure qui alimente notre peur. Dans la prochaine partie, nous allons nous attaquer à ce besoin de contrôle. Nous découvrirons pourquoi le fait de vouloir tout maîtriser est la voie la plus sûre pour perdre le contrôle de soi, et comment le fait de lâcher prise sur ce qui est extérieur peut vous donner un pouvoir intérieur que vous n'auriez jamais imaginé. Dans la première partie, nous avons découvert que notre peur se nourrit de notre voyage incessant dans le futur. Nous avons appris que le premier acte de courage est de revenir à la maison, dans l'instant présent. Mais comme vous l'avez peut-être déjà ressenti, quelque chose nous tire constamment vers l'avant. Une force puissante, un réflexe presque inconscient. Cette force, c'est l'illusion du contrôle. Pensez-y. Combien de votre énergie mentale est dépensée chaque jour à essayer de tout maîtriser? Vous planifiez chaque détail de la journée pour que rien ne déraille. Vous anticipez les émotions de votre partenaire, de vos enfants, de vos collègues, et ajustez votre comportement pour maintenir l'harmonie. Vous repassez en boucle des scénarios dans votre tête, essayant de prévoir chaque obstacle possible pour l'éviter. Pour beaucoup de femmes, ce n'est pas une simple habitude. C'est un rôle que la société nous a assigné et que nous avons fini par internaliser, celui de la gestionnaire en chef de la vie. Nous sommes celles qui tiennent les rênes, celles qui s'assurent que le navire ne coule pas. Et lorsque quelque chose échappe à notre contrôle, un imprévu, une réaction inattendue, un échec, nous ne ressentons pas seulement de la déception. Nous ressentons un échec personnel profond, comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Le conflit ici est insidieux. D'un côté, la croyance profondément ancrée que si je ne contrôle pas tout, tout va s'effondrer. De l'autre, la réalité épuisante que cette quête de contrôle absolu est impossible et qu'elle nous vide de notre énergie vitale. C'est comme essayer de retenir l'eau de l'océan dans le creux de ses mains. Plus vous serrez fort, plus elle vous échappe. Les enjeux, stakes, sont énormes. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est une anxiété chronique, une incapacité à se détendre et un sentiment de solitude écrasant. À force de vouloir tout porter, nous nous isolons. La tension ne vient pas d'une crise, mais de cette pression constante, de ce poids que nous nous imposons minute après minute. La vérité simple et libératrice est la suivante. Vous n'avez jamais contrôlé le monde. Vous avez seulement confondu responsabilité et domination. Le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle sur le monde extérieur, mais de la maîtrise de votre monde intérieur. La psychologie nous enseigne une distinction cruciale, souvent résumée par la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent entièrement de nous et d'autres qui n'en dépendent absolument pas. Votre paix intérieure se trouve précisément sur la ligne de démarcation entre les deux. La souffrance commence lorsque vous investissez toute votre énergie à essayer de maîtriser ce qui n'a jamais été entre vos mains. L'opinion des autres, les résultats finaux, le temps qui passe, les imprévus de la vie. C'est ramer à contre-courant en espérant que la rivière changera de sens pour vous. C'est épuisant et voué à l'échec. L'esprit qui tente de tout contrôler devient sa propre prison. La femme sage apprend à tourner la rame dans la bonne direction. Elle accepte le courant de la vie et se concentre sur la seule chose qu'elle puisse réellement maîtriser, son propre mouvement. C'est la différence entre vivre dans la tension et vivre dans l'harmonie. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour être en paix. Vous avez seulement besoin de vous gouverner vous-même, maîtriser vos réactions, observer avant de juger,
respirez avant de décider. Vous apaisez avant de vous laisser blesser par ce qui est hors de votre portée. La sérénité ne vient pas d'un monde qui s'adapte à vos plans. Elle vient de votre esprit qui reste stable lorsque le monde, inévitablement, ne le fait pas. Si aujourd'hui quelque chose vous échappe, rappelez-vous que ce n'est pas un échec, c'est une frontière. Le monde ne vous obéit pas, mais votre esprit, lui, peut apprendre à le faire. Et c'est là que commence votre véritable pouvoir. Alors, comment mettre cela en pratique? L'exercice du jour est un acte de libération consciente. Je l'appelle le tri de l'énergie. Prenez une feuille de papier et tracez une ligne au milieu. Sur la colonne de gauche, listez toutes les choses qui vous inquiètent en ce moment. Toutes. La présentation de la semaine prochaine, une conversation que vous redoutez, les finances, la santé d'un proche, ce que quelqu'un a pensé de vous. Maintenant, regardez chaque élément et posez-vous la question. Ai-je 100% de contrôle sur le résultat final de cette chose? Si la réponse est non, ce qui sera le cas pour la plupart des éléments, entourez-le. Ces éléments entourés sont vos voleurs d'énergie. Ce sont les endroits où vous dépensez une force vitale précieuse à essayer de maîtriser l'immaîtrisable. Sur la colonne de droite, pour chaque élément entouré, écrivez la seule chose qui est réellement sous votre contrôle. Exemple, l'inquiétude est la réaction de mon patron à ma présentation. Ce n'est pas sous votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle est la qualité de ma préparation et la clarté de mon discours. Exemple, l'inquiétude est que mon ami soit en colère contre moi. Ce n'est pas sous votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle est exprimer mes sentiments avec honnêteté et respect. Cet exercice est une réorientation radicale de votre attention. Vous cessez de vous battre contre la rivière et vous vous concentrez sur la manière de naviguer votre propre barque. Vous redirigez votre énergie de l'inquiétude impuissante vers l'action ciblée. Lorsque vous comprenez que la vie n'est pas sous votre commandement, mais sous votre responsabilité, tout change. La femme qui se maîtrise ne vit pas en essayant de prévoir l'avenir. Elle vit préparée pour n'importe quel avenir. Et c'est cela qui la rend invincible. Mais alors que nous apprenons à lâcher le contrôle sur l'extérieur et à nous concentrer sur notre intérieur, nous sommes confrontés à un nouveau territoire, nos propres émotions. La peur, la colère, la tristesse, ces vagues qui nous submergent et qui nous donnent souvent l'impression que nous sommes le problème. Nous pensons que pour être fortes, nous devons les supprimer, les contrôler jusqu'à les faire disparaître. Dans la troisième partie, nous allons déconstruire ce mythe dangereux. Nous allons découvrir que vous n'êtes pas vos émotions et que la véritable maîtrise émotionnelle ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à tout ressentir sans vous y perdre. Nous avons passé les 2 premières étapes de ce voyage à redéfinir le terrain de notre pouvoir. Nous avons appris à quitter le futur anxiogène pour revenir dans le présent et à lâcher le besoin épuisant de tout contrôler à l'extérieur pour nous concentrer sur notre maîtrise intérieure. Mais ce voyage vers l'intérieur nous confronte inévitablement à notre propre météo, nos émotions. La peur, bien sûr, mais aussi la colère qui gronde, la tristesse qui inonde, la frustration qui brûle. Ces vagues puissantes qui nous traversent et nous donnent souvent l'impression que nous sommes en train de nous noyer. Combien de fois vous a-t-on dit, ou avez-vous pensé vous-même, « Je suis trop émotive, je dois arrêter d'être si sensible. Je suis en colère, donc je suis une personne en colère. » Nous avons appris à fusionner avec nos émotions, à croire que nous sommes ce que nous ressentons. Pour les femmes en particulier, cette relation aux émotions est un champ de mine. On nous encourage à être empathiques et attentionnés, mais on nous juge hystériques ou irrationnels si nous exprimons une colère ou une tristesse trop intense. Alors, nous apprenons à les réprimer, à les cacher, à en avoir honte. Nous les voyons comme des faiblesses à surmonter, des ennemis à vaincre. Le conflit ici est une guerre civile intérieure. C'est la lutte entre la vérité naturelle de nos émotions qui demandent à être ressenties et la voix du juge intérieur qui nous dit qu'elles sont dangereuses, inappropriées ou excessives. Les enjeux, stakes, sont notre santé mentale et notre authenticité. En réprimant nos émotions, nous ne les faisons pas disparaître. Nous les transformons en anxiété, en maladie psychosomatique, en dépression. La tension monte car chaque émotion non exprimée est une énergie bloquée qui cherche une issue, souvent de manière explosive ou destructrice. Alors,
Comment trouver la paix dans ce tumulte intérieur? Comment être une femme émotionnellement puissante sans être à la merci de ses propres vagues? Voici la reviravolta la plus libératrice que vous puissiez intégrer. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Vous êtes ce que vous faites de ce que vous ressentez. Mieux encore, vous êtes l'espace dans lequel vos émotions apparaissent et disparaissent. Pensez à cette métaphore. Vous n'êtes pas la tempête. Vous n'êtes pas les nuages, la pluie ou le vent. Vous êtes le ciel qui contient la tempête, le ciel qui reste vaste, immuable et serein, peu importe la violence de la météo qui le traverse. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elles sont de l'énergie en mouvement. Émotions. Elles arrivent sans demander la permission pour nous livrer une information. La peur nous dit de faire attention. La colère nous signale qu'une de nos limites a été franchie. La tristesse nous indique que nous avons perdu quelque chose qui comptait pour nous. Le problème ne vient jamais de l'émotion elle-même, il vient de notre réaction inconsciente à celle-ci. Soit nous fusionnons avec elle et la laissons prendre le contrôle total, c'est la tempête qui nous emporte, soit nous la réprimons et la combattons. C'est essayer d'empêcher la pluie de tomber, une lutte épuisante et vaine. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est tout ressentir sans se perdre dans quoi que ce soit. C'est devenir le ciel. C'est apprendre à observer la tempête avec curiosité et compassion sans la laisser définir qui nous sommes. Vous pouvez ressentir une immense colère et choisir de répondre avec une fermeté respectueuse plutôt qu'avec une agressivité blessante. Vous pouvez ressentir une profonde tristesse et choisir de vous accorder de la douceur et du repos tout en continuant à honorer vos engagements. Vous pouvez ressentir de la peur et choisir d'avancer quand même, un petit pas à la fois. La liberté émotionnelle ne vient pas du fait de ne rien ressentir. Elle vient du fait de n'être asservi par rien. L'esprit mature comprend que l'émotion n'est pas un ordre, c'est une information. Il observe, il interprète et il décide avec conscience. Comment cultiver cet espace intérieur? Comment devenir le ciel? La pratique que je vous propose s'appelle « Nommer pour apprivoiser ». Elle est issue des neurosciences qui ont montré que le simple fait de mettre un mot sur une émotion réduit l'activité de l'amygdale, le centre de la peur, et active les zones de la pensée rationnelle. La prochaine fois qu'une émotion forte vous submerge, au lieu de lutter ou de vous laisser emporter, faites une pause et suivez ces 3 étapes. Ressentez dans votre corps. Où se manifeste cette émotion? Est-ce une boule dans la gorge, une chaleur dans la poitrine, une tension dans les épaules? Restez avec la sensation physique pendant quelques secondes, sans la juger. C'est simplement de l'énergie. Nommez l'émotion. Dites-vous simplement à voix basse ou mentalement « Ah, voilà de la colère » ou « Je reconnais cette sensation ». C'est de la tristesse. Ou « Bonjour, l'anxiété ». En la nommant, vous créez une distinction. Il y a vous, l'observatrice, et l'émotion, la visiteuse. Vous n'êtes plus fusionné avec elle. Offrez-lui de la compassion. Demandez-vous doucement « De quoi cette émotion essaie-t-elle de me protéger ?» ou « Quel est le message que cette tristesse essaie de me transmettre ?» Vous cessez de la voir comme un problème et commencez à la voir comme une alliée. Cette pratique, répétée encore et encore, change radicalement votre relation avec votre monde intérieur. Vous réalisez que le contrôle ne se trouve pas dans le fait de ne pas ressentir, mais dans le fait de ne pas réagir automatiquement. L'émotion arrive comme une visiteuse, mais votre sagesse décide combien de temps elle reste et si vous lui servez le thé. C'est dans cet espace, entre l'impulsion et la réponse, que l'âme mûrit. Quand le cœur ressent, mais que l'esprit guide. La force ne se trouve pas dans le fait de faire taire ce qui vous met en mouvement. Elle se trouve dans le fait d'avancer avec conscience, même quand tout crie à l'intérieur. Mais alors que nous apprenons à naviguer nos émotions, un dernier défi se présente. La connaissance de soi est une chose, mais la confiance en sa capacité à agir jour après jour en est une autre. Beaucoup de gens attendent d'avoir confiance en eux pour commencer à agir. Ils attendent que la peur disparaisse pour faire le premier pas. Dans la dernière partie de notre voyage, nous allons renverser cette équation. Nous allons découvrir que la confiance n'est pas un prérequis à l'action. C'est une conséquence. C'est ce que l'on construit brique par brique, à travers l'arme la plus puissante contre la peur, la discipline.
Nous avons traversé un territoire intérieur immense ensemble. Nous avons appris à quitter le futur pour nous ancrer dans le présent. Nous avons découvert le pouvoir de lâcher le contrôle sur l'extérieur pour maîtriser notre monde intérieur. Et nous avons appris à devenir le ciel pour nos émotions, en les observant sans nous y perdre. Mais il reste une question fondamentale, celle qui transforme la connaissance en pouvoir réel. Comment construire une confiance en soi qui résiste aux tempêtes de la vie? La plupart d'entre nous pensent que la confiance est une émotion, une sensation magique de certitude qui doit nous frapper avant que nous osions prendre des risques, parler ou changer. Nous attendons de nous sentir confiantes pour postuler à ce travail, pour avoir cette conversation difficile, pour commencer ce projet. Mais attendre de ressentir la confiance pour agir, c'est comme attendre que le champ soit déjà récolté pour décider de planter les graines. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour les femmes en particulier, qui ont souvent été conditionnées à douter d'elles-mêmes et à rechercher la validation extérieure, cette attente peut durer toute une vie. Le conflit final est celui entre l'attente passive et l'action engagée. C'est la lutte entre la partie de nous qui veut des garanties avant de bouger et la réalité qui exige que nous bougions pour créer nos propres garanties. Les enjeux, stakes, sont la réalisation de notre potentiel. Chaque jour passé à attendre que la peur disparaisse est un jour où notre vie reste en pause. La tension est celle de l'immobilité face à notre propre désir de croissance. Nous restons sur le bord de la piscine, terrorisés par la température de l'eau sans jamais découvrir notre capacité à nager. Voici donc la dernière, et peut-être la plus importante, reviravolta de notre voyage. Vous ne devenez pas solide parce que vous croyez en vous. Vous croyez en vous parce que vous restez solide, même quand vous doutez. Aucun discours, aucune affirmation positive ne peut construire une confiance durable. Ce qui la construit, c'est l'action. Plus précisément, c'est l'action répétée, c'est la discipline. Le mot discipline a mauvaise réputation. Il évoque la punition, la rigidité, la privation. Je veux que vous le redéfinissiez. La discipline n'est pas une punition que vous vous infligez. C'est la forme la plus élevée d'amour de soi. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous vous promettez quelque chose et que vous le faites, même quand c'est difficile, même quand vous n'en avez pas envie, même quand personne ne regarde, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Le message est « Je peux compter sur moi, je suis fiable, je suis digne de ma propre confiance ». L'insécurité naît de l'incohérence. Quand vous dites que vous allez vous lever plus tôt et que vous ne le faites pas, quand vous dites que vous allez poser cette limite et que vous reculez, votre esprit apprend à douter de votre propre parole. La peur devient plus convaincante parce qu'elle sait que vous n'irez pas jusqu'au bout. La discipline est le courage déguisé en routine, silencieuse, persistante, implacable. Elle ne dépend pas de la motivation, qui est une émotion changeante. Elle dépend d'un choix. La force de la discipline est qu'elle ne dépend pas de l'humeur. La femme qui n'agit que lorsqu'elle se sent inspirée vit prisonnière du hasard. La femme qui agit même quand elle doute, même quand elle est fatiguée, crée son propre destin. Alors, comment commencer à construire ce muscle? La pratique est simple mais transformatrice. C'est le principe des promesses intègres. Il ne s'agit pas de révolutionner votre vie du jour au lendemain. Il s'agit de choisir une seule petite promesse que vous vous faites à vous-même et de la tenir pendant une semaine. Elle doit être simple, spécifique et entièrement sous votre contrôle. Ce n'est pas « je vais être en meilleure santé », c'est « je vais marcher 15 minutes chaque jour après le déjeuner ». Ce n'est pas « je vais moins stresser », c'est « je vais faire 5 minutes de respiration consciente avant de regarder mes emails le matin ». Ce n'est pas « je vais écrire mon livre ». C'est « je vais écrire une seule page ou pendant 10 minutes chaque soir ». La taille de l'action n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la constance, tenir sa parole, terminer ce que l'on a commencé, se lever quand on a dit qu'on le ferait. Ce ne sont pas de petits gestes. Ce sont les briques avec lesquelles vous construisez votre forteresse intérieure. L'esprit discipliné est un sanctuaire en temps de chaos. Il ne cherche pas le confort, il cherche la direction. Et c'est cette direction qui transforme la peur en concentration et l'effort en puissance. Nous voici au bout de notre chemin. Vous avez maintenant une carte. Vous avez compris que la peur se nourrit du futur et que votre pouvoir réside dans le présent. Vous avez compris que le besoin de tout contrôler vous affaiblit
et que la véritable force vient de la maîtrise de soi. Vous avez compris que vous n'êtes pas vos émotions, mais l'espace serein qui les contient. Et maintenant, vous savez que la confiance n'est pas une émotion que l'on attend, mais une conséquence que l'on construit par la discipline. Tout ce que nous avons vu pointe dans la même direction, le contrôle de soi. Pas le contrôle obsessionnel du monde, mais la maîtrise silencieuse de vos propres réponses. Vous n'avez pas besoin d'éliminer la peur. Vous devez simplement arrêter de la nourrir. Vous n'avez rien à prouver aux autres. Vous devez seulement être cohérente avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre la confiance. Vous devez agir avec discipline jusqu'à ce qu'elle naisse inévitablement. Quand vous êtes présente, la peur perd son terrain. Quand vous agissez avec constance, le chaos extérieur cesse de vous diriger. Et quand vous apprenez à faire confiance à votre capacité d'affronter ce qui vient, vous découvrez que la vraie sécurité n'a jamais été dans les circonstances. Elle a toujours été en vous. Alors aujourd'hui, choisissez votre premier geste. Votre première promesse intègre. Quelle est cette chose simple mais ferme que vous allez faire pour vous? N'attendez pas de ressentir du courage. Le courage est ce que vous ressentez après avoir agi. Partagez votre promesse dans les commentaires si vous le souhaitez. Votre engagement peut en inspirer d'autres. Merci d'avoir fait ce voyage jusqu'au bout. La construction de votre force intérieure ne fait que commencer.